Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le chapitre numéro 2 des présentations des meet-up de Bitcoin Lille, dont le thème au niveau national est, pour le mois d'octobre, comprendre les transactions sur Bitcoin. Cette présentation réalisée dans le cadre des meet-up de l'association Bitcoin Lille, comme je le disais précédemment, et tout sera disponible sur le site Profit du Stream ainsi que sur le site bitcoinlille.fr. Alors, tout d'abord, le sommaire. Aujourd'hui, on parlera d'un certain nombre de choses. Comme on va parler des transactions, il va falloir tout d'abord reparler de la notion d'adresse, qui est essentielle. On verra ensuite quel est le chemin qu'en fait, tout simplement, qu'emprunte une transaction lorsque une dépense est réalisée de Bitcoin. Ensuite, en parallèle, on parlera de la notion du TXO qui nous permettra de comprendre comment sont calculés ce que l'on appelle les frais de transaction, pour qu'une transaction soit réalisée. Et enfin, pour terminer, on lira un explorer qui permet derrière de lire la blockchain assez facilement. Et enfin, on terminera sur un point qui peut être intéressant et dont généralement beaucoup de personnes entendent parler, la notion de sécurité d'une transaction. Alors, tout d'abord, quand on parle de transaction, nécessairement, on va parler d'adresse. Une adresse publique, c'est quoi? On en avait parlé lors du meet-up de septembre. C'est quelque chose qui va permettre de pouvoir tout simplement recevoir ou voire même envoyer des bitcoins. Alors concrètement, ça passe par quoi? Une clé publique, ça passe par l'obtention d'une clé privée, qui est ni plus ni moins que la graine, autrement dit, comme on le voit sur l'écran, avec l'exemple d'Electrum ici à droite, une liste de 12 à 24 mots. Ces 12 à 24 mots sont générés automatiquement parmi un dictionnaire de 2048 mots, ce qui fait qu'il y a énormément de clés privées possibles. En l'occurrence près de 5000 milliards de fois plus de graines que d'atomes dans le corps humain. Et donc, de cette clé privée, par succession de hashages, se crée la master private key, puis la master public key, puis enfin les public keys, c'est-à-dire les clés publiques sur lesquelles, derrière, on peut envoyer du Bitcoin. Alors ces clés publiques, elles ressemblent à une succession de caractères comme on voit ici. D'autres commencent sur la blockchain Bitcoin avec BC1Q, etc., avec une succession de plein de caractères. Et là, on a un exemple lorsqu'on lit sur la blockchain l'adresse 1JR que j'ai présentée ici à droite. On observe que si cette adresse est celle de Alice, Alice a reçu au total sur cette adresse 301,57 Bitcoin. Elle en a envoyé en retour 301,50 et donc par conséquent le solde qui correspond à l'écart à la différence, donc la soustraction entre ces deux valeurs, est encore d'à peu près 0,07 Bitcoin. Et donc en fait en lisant directement la blockchain, en lisant les clés publiques d'un portefeuille, on a accès du coup en fait à la valeur finale de ce portefeuille et donc de combien de Bitcoin ou de Satoshi dispose la personne. Alors, forcément, quand on parle de transaction, il faut que la transaction elle se réalise. Donc là, on avait pris le mois précédent le cas de Alice qui envoyait du Bitcoin à son copain Bob directement lorsqu'elle souhaitait, par exemple, payer sa bière. Bob est dans le serveur et Alice l'acheteuse. Alors pour ça, comme on le voit à droite, elle possède un portefeuille, par exemple Electrum. Cela lui a permis de créer une seed phrase. Sur certaines de ses adresses associées à sa seed phrase, donc ses adresses publiques, elle a reçu du Bitcoin. J'en ai mis ici deux. La première, elle dispose de 1 Bitcoin et la deuxième de 0 Bitcoin. Et donc elle va souhaiter envoyer 0,11 Bitcoin à Bob pour pouvoir avoir en échange la pinte. Alors pour ce faire, ce qu'elle va faire, c'est que sur Electrum, sur son wallet, mais ça pourrait être aussi sur mobile, elle va rentrer l'adresse de réception de Bob, qui est le 3QVY, etc. Puisque Bob, nécessairement, pour recevoir lui aussi du Bitcoin, il doit également disposer d'un portefeuille, donc d'une seed phrase, et donc d'adresse de réception. Donc les adresses publiques. Et donc ce qu'elle va faire, c'est que une fois qu'elle a mis le montant requis pour cette transaction, donc 0,1 Bitcoin sur son portefeuille, derrière elle va cliquer sur Save, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la transaction, elle est envoyée un petit peu partout dans le monde. Alors, en fait, théoriquement, et on en avait parlé assez rapidement, mais on va aller un petit peu plus dans les détails ce mois-ci. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la présentation du mois précédent, n'hésitez pas à la demander, soit sur les réseaux, donc Telegram, sur le Discord ou sur le Twitter. Elle est également disponible sur le site profitdustream.wordpress.fr, mais elle le sera aussi sur le site bitcoinlille.fr une fois que celui-ci aura été remis à niveau. En fait, ce qui se passe, c'est que quand elle va cliquer sur sauvegarder, donc qu'elle va finalement cliquer sur le bouton pour envoyer cette transaction, il va d'abord y avoir une signature numérique qui va être réalisée à l'aide de sa clé privée, qui va permettre de tout simplement rajouter une information en plus en tête de cette transaction, comme quoi elle est véritablement la propriétaire de cette transaction.
Ce chiffrement se fait par un algorithme qui est l'algorithme CDSA. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est particulièrement complexe. Mais voilà, sur ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y a des documentations là-dessus. Alors donc du coup la transaction, elle est envoyée directement sur le réseau des validateurs. Ces validateurs ne sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle les nodes, les nœuds en français, qui vont vérifier tout simplement si la transaction est une transaction qui est valable ou non. Autrement dit, si petit 1, Alice possède bien les bitcoins qu'elle souhaite envoyer à Bob, c'est-à-dire les 0,1 bitcoin, pour ce faire, ils vont vérifier la totalité des adresses dont dispose Alice. Ils vont observer qu'il y a un bitcoin sur l'une des adresses, donc en l'occurrence, elle dispose du nombre de bitcoins nécessaires pour effectuer cette transaction, donc on est bon. Et en plus de ça, ils vont vérifier également que Alice n'essaye pas d'avoir le réseau en réalisant une double dépense. Par conséquent, ils vont essayer de vérifier si Alice n'essaye pas de dépenser 2 fois en même temps le même montant de Bitcoin. Donc si le 0,1 Bitcoin, elle l'envoie à Bob, et en même temps, elle envoie le même 0,1 de Bitcoin à une autre personne. C'est ce qu'on appelle une double dépense, et les validateurs, du coup, effectuent un consensus par rapport à cela, et lorsque les deux conditions sont validées, eh bien, on a notre transaction qui va être, elle aussi, validée par les validateurs, donc par les nœuds. Mais la question, c'est comment ça se passe là concrètement, parce que notre transaction est validée, mais pourtant Bob n'a toujours pas reçu ses bitcoins. Et là, il y a en fait finalement quelque chose qui est très important. C'est qu'on va avoir derrière, ici on a un petit exemple que j'ai trouvé très sympa sur le site txstreet.com, où en fait on a toutes nos transactions qui vont venir se mettre les unes avec les autres. Et donc du coup, il y a des milliers de transactions par seconde, et en fait, concrètement, si toutes les transactions étaient considérées entre guillemets avec le même niveau, par conséquent, on aurait toutes les transactions qui viendraient se mettre les unes derrière les autres, et qui voudraient toutes être réalisées le plus rapidement possible. Le problème est le suivant, c'est que derrière, dans cette situation, on viendrait nécessairement prendre les transactions qui viennent à l'instant d'être réalisées, on les mettrait directement dans le bloc qui est en cours de création, puisqu'on parle de blockchain, donc c'est la succession de blocs, et derrière, une fois que ce bloc sera plein, puisqu'il y a un nombre fini de transactions qui peut être mis dans un bloc, pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de quelques milliers de transactions, généralement on dit entre 4000 et 16 000, suivant le type de transaction réalisée et plutôt on va dire la complexité. On parlera de la taille d'un bloc et la taille d'une transaction dans quelques minutes. Et donc du coup toutes les transactions, en fait quelle que soit leur taille, on pourrait dire tiens, on va prendre celle qui a été réalisée le plus vite, donc en première, et puis ensuite on va créer finalement une file par rapport à toutes ces transactions. Et donc nécessairement on viendrait les mettre dans le bloc petit à petit, en fonction de leur création. Alors c'est génial, le seul problème c'est que dans les périodes où le réseau est très utilisé, et ça arrive très régulièrement, à plusieurs heures de la journée, mais aussi dans certains mois, certaines semaines, certains jours, etc., eh bien ce qu'il se passe c'est tout simplement qu'il y a tellement de transactions qui sont réalisées toutes les 10 minutes, donc lors de la création d'un bloc, qu'en réalité, en 10 minutes, il y a beaucoup plus que de transactions que les, par exemple, 4000 qu'on pourrait mettre dans le bloc. Autrement dit, en 10 minutes, on aurait mis par exemple 4000 transactions dans le bloc, super, mais on aurait peut-être encore 6000 transactions qui attendent derrière. Sauf que dans les 10 minutes qui vont suivre, ça va être la même chose. Et petit à petit, il se trouve qu'en fait, finalement, on aura des transactions qui auront par exemple été réalisées à 15 heures, qui, comme il y en aura eu énormément trop sur ces 10 minutes, en fait, ne vont être validées dans un bloc que 3 jours plus tard. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle la congestion du réseau qui aura été présente. Et donc du coup, il a fallu trouver une stratégie justement pour éviter cette congestion du réseau. Cette stratégie, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de stratégie d'enchère. En fait, lorsqu'on va réaliser une transaction, la personne qui va envoyer du Bitcoin va décider d'un taux, ce qu'on appelle les frais de transaction. Ces frais de transaction, en gros, c'est l'argent qu'il va donner. En gros, il va payer les enchères aux mineurs pour leur dire tiens, moi je vous offre tel nombre de satoshi, donc telle quantité de bitcoin, pour que vous preniez ma transaction plus vite que les autres. Et en gros, par ce système d'enchères, quelqu'un qui va, par exemple, comme on le voit ici à gauche, c'est pris de la même pool, quelqu'un qui va mettre en priorité haute, donc 8 satoshi par V-bytes, on parlera des V-bytes après, et bien du coup va mettre plus que quelqu'un qui va mettre 5 satoshi par V-bytes, et donc la transaction à 8 satoshi par V-bytes ou plus sera automatiquement mise dans le bloc qui est en cours de création, celui qu'on voit ici, le bloc 810 777. En parallèle, donc c'est des personnes qui veulent que la transaction passe tout de suite. En parallèle, on va avoir des personnes qui vont mettre des transactions à 5 satoshi par V-byte. Autrement dit, ces personnes n'ont pas besoin que la transaction se réalise de suite. Eux, ça leur dérange pas d'attendre peut-être quelques heures, peut-être quelques minutes, peut-être quelques jours, jusqu'à ce que finalement les frais de transaction baissent, donc en fait que le niveau, que
le réseau soit entre guillemets moins congestionné et que derrière, eh ben, à ce moment-là, leur transaction passera avec des frais de transaction moins chers. Donc en gros, c'est un espèce de reward qui est attribué par les personnes qui réalisent les transactions aux mineurs qui, eux, vont créer les blocs et réaliser le travail de sécurisation du réseau. On a même parfois des personnes qui vont mettre des transactions à 1 ou 2 satoshi par byte, donc extrêmement peu cher, et donc par conséquent, en fait, elles s'en foutent de savoir à quel moment ça va passer, mais ça passera à un moment ou à un autre. Par exemple, là, depuis quelques semaines, on observe des transactions à 2 satoshi par byte qui arrivent assez rapidement. Donc là, ce qu'on voit, c'est nos transactions qui arrivent les unes avec les autres, en fonction du montant en satoshi par byte qui est appliqué, et bien du coup, ça va dans le bloc en question. Et on voit ici qu'on a ce qu'on appelle la low fee line. Donc en gros, c'est ni plus ni moins qu'un joli dessin de comment ça se passe. Mais en fait, toutes nos transactions à 2, 3, 4, 5, voire même 5 satoshi qui sont à priorité faible et qui ne rentrent pas actuellement dans nos blocs qui sont à droite à 7 ou 8 satoshi par byte, et bien derrière, en fait, elles vont attendre le moment où les frais de transaction vont diminuer, et à ce moment-là, eh ben, elles seront disponibles pour pouvoir être ajoutées du coup au prochain bloc. Donc en gros, c'est ça ce fonctionnement. C'est qu'on va avoir Alice qui va du coup avoir sa transaction qui va être vérifiée par les validateurs. Elle a rien à payer aux validateurs, hein, les validateurs ne gagnent rien. Mais par contre derrière, là au niveau de nos points d'interrogation, on va avoir en fait un système d'enchères par les frais de transaction qui fait que derrière, on va avoir les mineurs qui ici sont à droite, qui vont aller piocher dans ce qu'on appelle la mempool. La mempool, c'est la memory pool. C'est en fait le panel de toutes les transactions qui viennent d'être validées, sur lesquelles il y a l'heure laquelle la transaction a été réalisée, l'adresse de départ de Alice, l'adresse de réception de Bob, le montant de Bitcoin qui est transféré, et également les frais de transaction, c'est-à-dire le nombre de satoshi par byte, donc par rapport à la taille de cette transaction. Et donc les mineurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller piocher les transactions dans la même pool, un peu à gauche à droite, et en fait ils vont faire, leur objectif est tout simplement de créer des blocs qui vont être les plus rentables pour eux. Et donc on va avoir le copain Goosefio qui sera très content, puisque plus il y a des transactions qui payent beaucoup de frais de transactions dans le bloc, plus le bloc sera rentable pour les mineurs, et donc ça, il sera content. Alors en gros, comment ça se passe ? Ça ressemble beaucoup à ça ressemble beaucoup à un Tetris. En fait, en réalité, ce qui se passe, je vais plutôt la représenter de cette manière-là, c'est un espèce de Tetris 3.0. En fait, on a ni plus ni moins que un bloc, on peut le représenter géométriquement sous la forme d'un carré qui a une aire prédéfinie, et on va avoir dans ce carré plein de petits carrés. C'est des carrés moi aussi qui sont un peu plus gros, ces carrés correspondent à une transaction. Et en fait, la taille d'un carré va correspondre à sa complexité, donc à la taille de ni plus ni moins que de cette transaction, et en plus de ça, à la quantité de frais que le carré va engendrer. Et donc on a du coup cette animation qui est vachement parlante, je trouve, où en fait là on a la construction en cours du bloc qui va bientôt être miné. Et donc en fait ce que font les mineurs, c'est tout simplement qu'ils vont prendre toutes les transactions dans la memory pool, ils vont les agencer en fonction de combien elles vont rapporter. Vous voyez que là l'envergure des frais est de la transaction qui a les frais les plus faibles de 1 satoshi par byte, et la transaction qui ont du coup les frais de transaction les plus importants à 262 satoshi par byte, ce qui est extrêmement important. Alors que les frais médians, donc il y a au moins 50% des transactions qui sont en dessous de 4 satoshi par byte. Et donc du coup en fait leur objectif finalement est d'avoir un bloc qui va apporter le plus de bitcoin en plus des 6,25 bitcoins qui sont actuellement émis lors de la validation d'un bloc. Et donc c'est ce qui en fait c'est tout simplement le business, ni plus ni moins des mineurs. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Maintenant, on parle de la taille des blocs, et donc nécessairement, on va devoir parler de justement ce que c'est que la taille des blocs. Alors, pour parler de ça, je vais d'abord, au préalable, vous parler d'une notion qui est une notion importante, qui n'est pas très compliquée à comprendre, et qui est cependant un peu spécifique. C'est la notion d'UTXO. Vous avez certainement déjà entendu ce terme si vous avez déjà lu quelques articles à ce sujet de Bitcoin, des transactions, etc. En fait, UTXO, qui est l'acronyme de sortie de transaction non dépensée en français, ou bien Unspent Transaction Output, en fait, je vais prendre un cas très simple. Nous avons ici à notre gauche le portefeuille d'Alice. Le 10 octobre, elle a reçu 0,5 Bitcoin. Super. Sur la même adresse, le 11 octobre, elle a reçu, donc le lendemain, 0,7 Bitcoin. Bon, par conséquent, lorsqu'elle va ouvrir son portefeuille, ce qui va se passer, c'est que son portefeuille va lui annoncer qu'elle dispose de 0,5 plus 0,7 Bitcoin, soit de 1,2 Bitcoin. Ces 1,2 Bitcoin appartiennent à la même adresse, puisque du coup, ces deux transactions ont été reçues sur la même adresse. Donc imaginons par exemple que Alice souhaite envoyer un Bitcoin. Alors,
Ce qu'il se passe, c'est que effectivement, on a nos deux transactions qu'elle a reçues le 10 et le 11 octobre, de 0,5 et de 0,7 Bitcoin, qui nous donnent 1,2 Bitcoin, soit un montant supérieur au 1 Bitcoin. Donc on pourrait se dire, ah bah c'est bon, elle va envoyer un Bitcoin et il restera 0,2 Bitcoin dans son portefeuille. Et en fait, c'est justement là où le fonctionnement de la blockchain est très particulier, c'est qu'en fait, en réalité, il ne peut pas rester de ces 0,2 Bitcoin dans le portefeuille. Non, en réalité, lorsqu'on va utiliser du coup ce qu'on appelle ces deux UTXO, là on en a un premier UTXO, donc une première réception de 0,5, une deuxième réception de 0,7, on peut considérer qu'en fait c'est des espèces de packages, on a deux paquets qui sont différents mais pas de la même taille, et bien lorsqu'elle va vouloir envoyer un Bitcoin, elle ne va pas pouvoir utiliser que le premier package de 0,5 Bitcoin parce que c'est pas assez. Pareil, elle ne va pas pouvoir utiliser que le deuxième package de 0,7 Bitcoin parce que c'est pas assez non plus. Elle va devoir utiliser ces deux packages. Et donc elle va devoir mettre en ce qu'on appelle dans l'input de la transaction, c'est bon, ça se comprend assez facilement, ces deux packages qui ne forment pas qu'un, et pourtant ils viennent de la même adresse de réception de Alice. Et ces deux packages, ces deux UTXO, eh bien en fait ce qu'il va se passer, c'est qu'elles sont indivisibles. Autrement dit, on ne peut pas les couper, il faut forcément les dépenser quand elles sont utilisées et les dépenser entièrement. Donc ces deux UTXO dans notre transaction vont être dépensés entièrement, et donc par conséquent, on va avoir un premier output qui est de 1 Bitcoin, ce qu'elle voulait envoyer. Et en parallèle, on va avoir un autre output qui sera lui le complémentaire. Donc elle avait 1,2 Bitcoin, elle a en output en rouge 1 Bitcoin, il reste 0,2 Bitcoin en output. Alors là, vous voyez qu'on a 0,199 Bitcoin. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, à ces 0,2 Bitcoin restants, on a derrière les frais de minage qui ont été soustraits. Et donc par conséquent, j'ai simplifié en mettant 0,199, donc un peu moins que 0,2 Bitcoin, afin de correspondre véritablement à la réalité. Donc cette notion d'UTXO est un petit peu particulière, mais elle va nous servir dans les petits calculs qu'on va réaliser juste après. En gros, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand bien même on a une adresse et un portefeuille qui nous dit que par exemple sur une adresse de réception, on a 1,2 Bitcoin, en réalité, si on n'a pas reçu ces 1,2 Bitcoin en une fois, mais en plusieurs fois, eh ben on a plusieurs UTXO qui sont associés à cette adresse, et en fait derrière, lorsqu'on souhaite dépenser la totalité de la valeur qu'il y a sur cette adresse, eh bien chaque UTXO devra être dépensé. Et ça va rajouter une complexité à la taille de la transaction. Je vais prendre un exemple que j'ai pris sur la blockchain, que j'ai pris au pif. On a ici en input, donc c'est un autre exemple avec des autres valeurs. On a ici deux fois la même adresse. Et pourtant, on voit que sur ces deux fois la même adresse, on a en l'occurrence un premier UTXO qui est à 0,04 Bitcoin et un deuxième UTXO à 1,31 Bitcoin. Bon, ces deux UTXO, ils sont invisibles. La personne, ce qu'elle souhaitait faire, c'est qu'elle souhaitait dépenser 0,2 Bitcoin et envoyer 0,2 Bitcoin à une nouvelle adresse qui est l'adresse ici. Bon, alors ce qui se passe, c'est la suivante. Cette personne a fait un choix. Elle aurait très bien pu utiliser uniquement l'UTXO qui est ici avec le 1,31 Bitcoin, puisque comme 1,31 Bitcoin est supérieur à 0,2 Bitcoin, elle aurait tout simplement pu utiliser celle-ci. Il y aurait eu un seul input et en output, il y en aurait eu deux. Derrière la première output qui est le 0,2 Bitcoin qu'on voit ici, où elle a délégué la gestion de ces 0,2 Bitcoin à quelqu'un d'autre, et en parallèle, le complémentaire de 1,31 moins 0,2 qui ici retournerait à son adresse puisque du coup ils lui appartiennent encore. Cette personne a décidé de faire un petit peu différemment, elle a décidé d'utiliser deux UTXO, un premier UTXO qui est à 0,04 Bitcoin qui certainement, elle voulait le dépenser entièrement pour qu'il n'existe plus sur son adresse qui se termine par x89e et utiliser son gros UTXO de 1,31 Bitcoin. Et bien du coup, on a deux inputs, donc deux UTXO en input. Le premier UTXO de 0,04 Bitcoin va être finalement dépensé en entier et donc n'existera plus à la fin de cette transaction. Par contre, on a le deuxième le deuxième UTXO à 1,31 Bitcoin, qui lui va être dépensé en entier. Mais on va avoir une partie de celui-ci qui va être dépensée dans l'output qui est de l'adresse qui se termine par XM, où on va avoir du coup 0,16 Bitcoin qui vont rentrer là-dedans,
de notre deuxième UTXO, on a les 0,04 Bitcoin de notre première UTXO qui rentre dedans, ce qui fait 0,2 Bitcoin en output, et en parallèle, notre deuxième UTXO, eh bien du coup on a approximativement 1,15 Bitcoin qu'il reste, qui appartiennent encore à la personne qui a réalisé cette transaction, et donc de ce fait, comme nos UTXO sont dépensés en entier mais que les 1,15 Bitcoin appartiennent encore à la même personne, eh bien ces 1,15 Bitcoin sont renvoyés à l'adresse X89E qui est la même que les deux précédentes. Et donc là c'est très intéressant parce qu'en fait ce fonctionnement du TXO indivisible fait qu'en réalité on ne peut pas créer des coins comme ça. On ne peut pas, lorsqu'on entend parler de double dépense, on se dit tiens on va pouvoir générer 2 fois les mêmes coins. En réalité c'est absolument pas le cas et d'ailleurs en réalisant cette présentation je me suis rendu compte que la double dépense je ne l'avais pas bien comprise. La double dépense c'est pas on va dépenser une fois à gauche, une fois à droite et en fait on aura créé 2 fois les coins. La double dépense, c'est je vais dépenser une première fois mes coins, je vais obtenir un service dans la vie de tous les jours, on va en parler après par exemple une Lamborghini, et puis en parallèle, je vais faire rejouer cette transaction, moi j'aurais conservé dans la vie de tous les jours la Lamborghini, mais derrière, la transaction de dépense des bitcoins pour obtenir la Lamborghini n'aura pas existé, et du coup, derrière, en fait, j'aurais ni plus ni moins que récupéré et non pas créé de nouveau du coup les bitcoins qui m'appartenaient initialement, même si j'ai obtenu la Lamborghini en parallèle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voici un petit peu ce qu'il en est. Alors du coup, on parlait des frais de transaction. Ce qui est très intéressant, c'est que en tant qu'utilisateur, la seule chose qu'on regarde, c'est le taux des satoshi par VByte. En réalité, pour savoir comment on calcule des frais de transaction, et moi du coup c'est vraiment la première fois où je m'y suis intéressé, il se trouve qu'il y a une espèce de formule. Alors cette formule est relativement simple. La taille d'une transaction, donc en gros la taille du carré de la transaction dans notre bloc, c'est le nombre d'inputs qu'on multiplie par 148. 148 c'est parce qu'en fait on a transformé le code de la transaction en hexadécimal, plus le nombre d'outputs qu'on multiplie par 34, donc pas pareil, on l'a transformé en hexadécimal mais il y a moins d'informations dans l'output, donc du coup le coefficient multiplicateur est plus faible, auquel on va ajouter une certaine quantité qui est de 10 plus ou moins le nombre d'inputs. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai laissé un O à input alors qu'il n'y en a pas. Bon, prenons un exemple. Nous avons une transaction où on a un input et 2 outputs. Et ben dans ce cas-là, la taille de la transaction est 1 fois 148 plus 2 fois 34, auquel on ajoute 10 et on soustrait, et bien derrière, ni plus ni moins, que un input. On a donc taille qui est de 225 et dont l'unité de mesure est des VBytes qui correspondent ni plus ni moins qu'à des virtual bytes, donc en fait en gros des octets. Par exemple ici on a notre transaction avec un input, 2 outputs, et bien on observe que la taille de la transaction est bien de 225 bytes ou bien VBytes en taille virtuelle. Et pour calculer les frais, en fait, on va reprendre nos 225 VBytes, donc la taille de notre transaction, qu'on va venir multiplier par le taux des frais de transaction. Donc si les frais de transaction sont à 20,089 satoshi par VByte, eh bien les frais au total qu'on va dépenser sont de 225 fois cette quantité qui correspondent à 4520,025 satoshi. Car oui, en réalité, typiquement, on pourrait utiliser des frais de service qui seraient, un coefficient qui serait décimal, donc 20,089, mais en réalité, c'est pas applicable dans la vie de tous les jours, puisque les satoshi sont indivisibles. Et donc par conséquent, si on regarde ici, eh bien du coup les frais ne sont pas de 4520,0 etc, mais de 15520 pile poil, soit au moment de cette transaction 1,23 $ en USD. Et donc du coup, voici le calcul de frais. Alors, il y a une petite particularité, c'est qu'on voit dans fonctionnalité, qui est écrit Segwit, qui est écrit Taproot, qui est écrit RBF, on va en parler un petit peu, mais en fait on se rend compte qu'une transaction, là c'était vraiment le cas le plus simple possible d'une transaction. En réalité, il existe des transactions qui sont plus compliquées. Par exemple, prenons celle-ci. Cette transaction, on a un input, donc une adresse à l'entrée, et on a une en sortie plus 23, donc on a 24 en sortie. Par conséquent, le calcul des frais de transaction est 1 fois 148, plus 24 fois 34, auquel on ajoute 10, et on ajoute ou soustrait 1. Généralement, on soustrait le nombre d'inputs. Ça nous fait 973 VBytes. Alors si on regarde et qu'on compare, on observe qu'en réalité, la taille n'est pas de 973 VBytes, mais de 960. On observe une différence. Pourtant, notre formule est bonne, on l'a bien utilisée, on voyait qu'elle fonctionnait juste avant. On peut aller plus loin. Si on prend maintenant les frais avec les satoshi par VBytes, qui sont ici de 23,3, en fait c'est un arrondi, qui sont de 23,296 satoshi par VByte, et qu'on prend la taille de notre transaction, donc 973 VBytes multiplié par cette valeur de 23,296 satoshi par VByte, on obtient une valeur de 22 667,08 satoshi.
Ça devrait être en réalité les frais de cette transaction. On a des frais de transaction réels qui sont de 20 454. Donc on observe que dans notre modèle, qui est un modèle qui fonctionne extrêmement bien pour les transactions simples, il ne fonctionne pas pour des transactions compliquées. Alors en fait, il y a une raison à ça. C'est que ici, on voit un petit truc en jaune avec Segwit. Segwit, en réalité, c'est quoi? Eh ben, c'est ni plus ni moins qu'en fait une mise à jour qui a été réalisée. Et pour faire très simple, elle a été réalisée en août 2017. Et en fait, elle avait pour objectif de changer de manière intelligente la structure de données d'une transaction afin d'en décharger une partie. Je m'explique. Dans l'input, il y a plein d'informations qui sont mises. Il n'y a pas que le nombre de bitcoins envoyés, l'adresse de départ, l'adresse de réception. Il y a aussi des informations associées à d'où viennent les bitcoins les fois d'avant. Faire ça, pour certains. Et en fait, on a décidé de retirer une de ces parties pour le mettre autre part dans la transaction, de telle manière à réduire la taille de l'input, ce qui fait qu'en fait, en réalité, dans notre calcul, la taille de l'input ce n'est plus à 148, mais est un petit peu plus faible, et donc du coup, en réalité, eh bien, ça diminue de 6% la taille de notre transaction dans le cas qu'on était en train de montrer juste ici. Et donc par conséquent, on devrait avoir une valeur en Satoshi per byte de 21 306. Or on se rend compte qu'on est encore avec une taille qui est différente. En fait, en réalité, ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est que dans le cas d'une transaction qui est très simple, effectivement, cette formule fonctionne, ces deux formules fonctionnent. Mais quand on a des transactions qui sont beaucoup plus compliquées, avec des fonctionnalités telles que Segwit, telles que Taproot qui sont utilisées, voire même des inscriptions de code à l'intérieur de la transaction, pour prouver quelque chose ou un message qui a été posté, et bien derrière, la taille de la transaction diffère, et donc par conséquent, si on fait 960, donc la véritable taille de transaction, multipliée par les taux de frais, donc de 23,296 Satoshi par byte, eh bien on obtient bien les frais. Donc en fait, c'est pas notre deuxième formule, elle est bonne. En réalité, le problème, c'est la première formule qui, dans le cas d'une transaction vraiment compliquée, eh bien parfois ne correspond pas. Alors je parlais de Segwit, qui est le conglomérat de Segregated Witness, donc les témoins, je sais pas comment je pourrais dire Segregated, mais enfin bref, vous avez compris. On a détaché une partie de l'information de l'input pour justement que la taille de l'input soit inférieure et donc que la taille de notre transaction soit inférieure. Alors ça permettait de corriger entre guillemets une faille, puisqu'il y avait des petites choses qu'on pouvait modifier dans la transaction, alors que maintenant, grâce à cette mise à jour, eh bien du coup ces petites choses qui étaient modifiables ne le sont plus, donc on a vraiment des blocs qui sont figés dans le temps à jamais, comme dirait l'autre. Et en parallèle, comme on a diminué la taille de l'input, donc la taille de la transaction, on a également la possibilité de pouvoir avoir une diminution des frais, puisque comme la taille de la transaction est associée à la taille des frais, bah forcément pour l'utilisateur on a une diminution des frais de transaction. Et en parallèle, comme la taille est plus faible pour cette transaction, cela signifie également qu'en parallèle, on va pouvoir mettre plus de transactions à l'intérieur de notre bloc. Et donc ça, c'est une mise à jour qui véritablement a été très importante dans l'histoire de Bitcoin. D'ailleurs, si on regarde sur un node Bitcoin, on observe que du coup, la mise à jour Segwit est activée et elle a été activée au bloc 480 824. Alors, il y a une deuxième mise à jour, qui est la mise à jour Taproot, qui date de 2021. Cette mise à jour, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais elle aussi a permis de changer certaines choses. En fait, ça a permis d'ajouter un changement du mécanisme de signature de notre transaction en utilisant la signature Schnorr, et d'utiliser désormais ce qu'on appelle les arbres de Merkle, qui en gros sont un peu, pour faire simple, le conglomérat des signatures précédentes, pour gagner plus rapidement en taille et également en sécurité et en privacy, puisqu'on n'a pas besoin de toutes les informations précédentes pour pouvoir obtenir l'information d'après. Et donc du coup, finalement, en fait, ça a amélioré pas mal de choses, notamment la signature multisig, dont on parlera dans un prochain workshop et dans une prochaine présentation dans quelques mois, puisque dans le cas d'une signature multisig, on va avoir plusieurs adresses en input qui vont réaliser du coup la même opération pour valider la transaction et donc l'envoi. Et donc, par conséquent, grâce au fonctionnement des arbres de Merkle, il va y avoir moins d'input, donc une taille de transaction en input qui va être inférieure, donc une taille de transaction générale qui sera du coup inférieure, donc des frais qui seront aussi inférieurs. La mise à jour pour Taproot, qu'on appelle aussi BIP9, est bien active, et elle est active depuis le bloc 709 632. Alors, un point qui est très important quand on parle de transaction, c'est d'être capable de lire ni plus ni moins que
la mempool. Alors là, ici, je suis sur le site mempools.space. On voit une interface qui est très intéressante. La première chose, c'est qu'ici, on voit la totalité des blocs. Tous les blocs qui sont à droite sont des blocs qui sont vieux, et au contraire, les blocs qui sont à gauche sont les blocs qui sont en cours de création. On va dire approximativement toutes les 10 minutes, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. On voit, comme on l'a vu tout à l'heure, du coup, les frais de transaction de 3 et 4 satoshi par V-byte. Ça nous donne une idée, du coup, de la congestion, entre guillemets, même si c'est pas véritablement le cas, du réseau à l'intérieur. On observe juste après d'autres informations qui peuvent être intéressantes. On a aussi du coup les dernières transactions. Enfin, il y a plein de choses. Je vous invite à aller checker et regarder un petit peu ce qu'il en est là-dessus. Et puis du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur une transaction et sur un bloc en question. Là, on a toutes les transactions qui sont en cours d'attente en fonction de la valeur des frais. Et puis, on va prendre une transaction qui va arriver. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Tiens, par exemple, celle-là. Alors, on voit qu'on a tout en haut le hash de cette transaction. En gros, c'est associé à toutes nos données d'entrée, de sortie qu'on a hashées, et plus quelques petites informations dont les frais, etc., etc. On voit qu'on a 2 inputs, on voit qu'on a 2 outputs. Cette mise à jour utilise la fonctionnalité SegWit qui va diminuer la taille de la transaction et donc par conséquent la taille des frais. Les frais sont donc uniquement de approximativement 1000 satoshi. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est en dessous, on a d'autres informations qui sont rajoutées. Ici, on voit par exemple, hop, je vais le mettre juste un petit peu avant, voilà. Si on descend, on voit, en cliquant sur l'adresse qui est ici, on va voir toutes les informations qui sont associées à une adresse. Et donc, on va voir que, par exemple, sur cette adresse, il y a eu plusieurs transactions qui ont été réalisées. Cette adresse-là, par exemple, du coup, une autre adresse avait envoyé 0,38 Bitcoin, et l'adresse dont on parle en avait reçu 0,0079. Donc, vraiment, on peut tout lire, hein. Enfin, de toute façon, je sais que vous l'aviez déjà utilisé. Enfin voilà, vous savez comment on lit un Explorer. On a le taux de frais de cette transaction, le nombre de satoshi dépensés dans les frais de transaction. Il y a énormément de choses qu'on peut lire puisque de toute façon la blockchain est entièrement traçable, et on observe un récapitulatif tout en haut, avec le nombre total de bitcoins reçus et le nombre total de bitcoins dépensés, soit au final le solde actuel de la transaction. On est ici sur mempool.space. Alors, j'ai cliqué sur un bloc, et sur un bloc, on a d'autres informations très intéressantes. On voit la taille de ce bloc, qui est ni plus ni moins que la somme de la taille de toutes les transactions qui actuellement sont présentes dans ce bloc. On voit l'envergure des frais, donc des frais avec un taux de frais de 7 satoshi par V-byte, qui est, à peu près usuel. Un taux de frais de 365 satoshi par V-byte, c'est extrêmement conséquent, c'est même énorme. On a la subvention plus le frais, donc en fait les 6,25 bitcoins plus les frais totaux. Donc ça veut dire que dans ce bloc-là, les mineurs ont gagné 0,26 bitcoin, donc c'est très conséquent. On voit que du coup le minage de bitcoin est intéressant. Et derrière, on a le bloc réel qui est présent ici. Je ne vais pas faire le parallèle entre le bloc attendu et le bloc réel parce qu'il y a des petites modifications qui sont faites entre les deux, mais voilà ce qu'il en est. On voit la liste de toutes les transactions. Enfin vraiment, on peut tout savoir d'un bloc. Alors maintenant, je parlais du coup de cet Explorer, mais on peut aussi aller sur d'autres Explorers. Il y a blockchain.com où on a plein d'informations, on peut cliquer sur un bloc et avoir de la même manière toutes les entrées, toutes les sorties. En fait, c'est pareil, on peut aller sur blockchain.com et faire exactement la même chose. Regardez ici, je vais cliquer sur une transaction, on a son âge, donc depuis combien de temps elle a été réalisée, la valeur d'entrée, les frais par V-byte, donc le taux en satoshi par V-byte des frais de transaction. On a la taille de la transaction, enfin vraiment on a toutes les mêmes informations parce que concrètement toutes ces informations en fait elles viennent de la même chose, elles viennent du nœud Bitcoin, des nœuds Bitcoin qui eux vont aller demander des informations à la blockchain constamment et qui, comme ils possèdent la totalité des transactions en leur sein, vont aller piocher les informations. Et donc en fait finalement les explorers ce n'est ni plus ni moins qu'un site internet qui va lire les données des nœuds, ni plus ni moins, et donc de la blockchain. En réalité, si vous ne souhaitez pas passer par un Explorer, et que vous avez votre propre nœud, vous pouvez très bien faire une commande, par exemple get transaction ID ou des choses comme ça, et vous pouvez accéder du coup à toutes ces données directement dans un fichier, alors qui est un petit peu moche, qui est un fichier JSON, mais vous avez accès à absolument tout. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur nos Explorers. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Là, un truc intéressant, c'est qu'on voit des petites différences entre nos transactions. Enfin bref,
Voilà un petit peu ce qu'il en est. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Et il est clair que la lecture d'un explorer pour savoir si notre transaction a été validée, si elle a été confirmée ou non, et on va en parler de suite, c'est quelque chose qui est essentiel et que n'importe qui possède, qui fait une transaction, qui possède du Bitcoin ou qui possède de la crypto-monnaie, parce que c'est pareil sur les autres blockchains, doit savoir lire un explorer, c'est essentiel. Alors, pour terminer, j'aimerais parler d'un point qui est très important, parce que quand on réalise une transaction, on observe toujours que avant de véritablement posséder les bitcoins et pouvoir de nouveau les dépenser, on doit attendre un certain nombre de confirmations. Alors, justement, j'aimerais parler de ça et vous expliquer un petit peu d'où ça vient, parce que c'est très intéressant. Une transaction, elle est validée et sécurisée en 4 étapes. La première étape, c'est que lorsqu'Alice, au tout départ de notre présentation, avait cliqué sur Save pour envoyer la transaction, la première chose, c'est que cette transaction, elle est considérée comme non confirmée. En fait, elle est envoyée au nœud, c'est ce qu'on voit ici, elle est envoyée au nœud avec toutes les informations, la date, l'heure, l'adresse de départ, l'adresse de réception, le nombre de bitcoins qui sont envoyés, les UTXO qui lui correspondent en input, les UTXO qui lui correspondent en output, les frais de transaction en Satoshi par V-byte, etc. Et donc elle est non confirmée. La première étape, c'est qu'on va avoir les nœuds qui d'abord vont vérifier l'intégrité de cette transaction. Est-ce que Alice a assez de Bitcoin dans ses UTXO et dans son portefeuille? Et également, est-ce qu'elle n'effectue pas une double dépense? Une fois que cela s'est effectué, eh bien du coup la transaction est encore non confirmée, mais elle passe dans ce dont on avait parlé tout à l'heure, la memory pool, la même pool, qui est en fait ni plus ni moins qu'une piscine dans laquelle on a foutu toutes les billes que sont les transactions, et les mineurs vont venir piocher dans cette piscine les transactions qui sont les plus grosses, autrement dit, qui vont leur apporter le plus de Satoshi par V-bytes. Et donc par conséquent, une fois que la transaction est sélectionnée, parce que par exemple les frais de transaction étaient très importants pour cette transaction-là, ou bien parce que le réseau n'est pas congestionné et donc par conséquent les frais sont extrêmement faibles, et bien du coup, à ce moment-là, on le voit ici dans la deuxième ligne, la transaction passe en attente de confirmation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le mineur qui a sélectionné cette transaction-là, mais le bloc dans lequel cette transaction a été ajoutée n'a pas encore été miné. On a donc, comme on prend sur blockchain.com, en attente de confirmation 0/6. Et donc, on attend, en fait, à ce moment-là, que la transaction, et plus précisément que le bloc dans lequel a été ancrée cette transaction, ou est ancrée actuellement cette transaction, soit validé. Par conséquent, une fois que c'est le cas, la transaction va devenir en confirmé 1/6, parce que du coup, le bloc dans lequel elle était, en fait, ça y est validé, et à ce moment-là, on estime qu'une transaction est confirmée et sécurisée au moment où il y aura, en plus du bloc de départ, 5 confirmations supplémentaires. Autrement dit, à 6 confirmations. Le bloc de départ et 5 confirmations en plus. Alors, moi, je me suis beaucoup posé la question au moment de cette présentation, mais d'où ça vient, ce 6 confirmations? Et donc, j'ai fait quelques recherches. Pour ça, je vais vous parler très très succinctement de la notion d'attaque à 51% et de double dépense, puisque je le disais tout à l'heure, j'ai découvert en fait réellement ce que c'était. Alors, supposons la chose suivante. Je vais essayer de vraiment vulgariser les choses. On le sait, dans le code de Bitcoin, depuis de nombreuses années, c'est la chaîne la plus longue qui fait consensus. Bon, partons de ça. On a la chaîne Bitcoin. On arrive à ce bloc-là. À ce bloc-là, on a notre chaîne en vert qui est la chaîne honnête, la chaîne légitime. Et on a une personne qui va décider d'envoyer, par exemple, 10 Bitcoins à John pour acheter sa Lamborghini. Ok. Bon. La transaction a été validée dans le bloc qu'on voit ici. On a donc du coup John qui a attendu le bloc d'après, donc une confirmation, pour lui donner sa Lamborghini. Super. À ce moment-là, le hacker pourrait, une fois qu'il est dans sa Lamborghini, qu'il a dit au revoir à John, et que du coup il est sur la route à 200 km/h, pourrait décider de commencer sa double dépense, puisqu'il a obtenu le bien dans la vie de tous les jours. Sa double dépense va partir de la manière suivante. Il va reprendre le bloc qui n'inclut pas la transaction qu'il a envoyée des 10 bitcoins, donc le bloc précédent. Et à partir de ça, il va décider de recréer des nouveaux blocs, qui ne posséderont pas la transaction des 10 bitcoins qu'il avait envoyés à John. Il va donc construire des blocs les uns après les autres qui sont des blocs frauduleux, et au moment où sa chaîne frauduleuse aura une taille plus importante, donc en gros un nombre de blocs successifs plus important que la chaîne légitime, à ce moment-là, il l'enverra au réseau de nœuds qui fera forcément consensus et dira oui, c'est cette chaîne-là qui est la plus longue, qui avait la plus grosse preuve de travail, et donc par conséquent, c'est cette chaîne-là qu'on doit suivre.
À ce moment-là, le hacker, finalement, puisque c'est la chaîne qui est en gris, qui devient le consensus, mais en fait n'a pas dépensé les 10 bitcoins, et en parallèle avait, dans la vie de tous les jours, obtenu le bien qui est ni plus ni moins que la Lamborghini. Et donc ça, c'est c'est ce qu'on appelle une double dépense. Alors, Satoshi en était parfaitement conscient, et il l'a dit, c'est l'attaque à laquelle il faut faire attention. Mais en réalité, derrière, il a fait plein de calculs. Je vais pas rentrer dans les détails là-dedans, vous voyez la gueule que ça peut avoir. Mais en fait, il a modélisé la notion d'attaque à 51% et de double dépense par une loi de Poisson en mathématiques, précisément en statistique. Et en fait, de cette loi de Poisson, on peut venir à calculer une probabilité. Vous voyez qu'ici, il y a une formule qui permet d'exprimer en fait justement ça. Cette formule, en fait, elle permet de calculer la probabilité que un attaquant puisse rejouer une transaction, donc effectuer une attaque à 51%, autrement dit une double dépense, alors qu'il possède 10% du réseau. Et donc, la question est de savoir, s'il dispose de 10% du réseau, soit Q égale 0,10, 10% c'est la probabilité, c'est 0,10, donc Q égale 0,10, et qu'est-ce que ça donne? Combien de blocs de retard doit avoir cette personne, donc cet attaquant, pour derrière avoir une probabilité de réussite inférieure à 0,1%. Donc le nombre de blocs de retard ici c'est Z, et la probabilité de réussite inférieure à 0,1%. Et donc du coup, pour qu'un attaquant ait moins de 0,1% de chance de rejouer une transaction, donc de réussir sa double dépense, alors qu'il dispose de 10% du hash rate global du réseau, sa chaîne frauduleuse doit avoir 5 blocs plus le bloc de départ de retard. Donc Z égale 5. Si l'attaquant dispose de 20% du hash rate global du réseau, pour qu'il ait moins de 0,1% de chance de rejouer la transaction, dans ce cas-là, la chaîne frauduleuse, du coup, elle doit avoir 11 plus 1 bloc de retard. Et donc, en fait, ce qui se passe, on a du coup d'autres valeurs, c'est qu'en fait, en réalité, les 6 confirmations dont on parlait tout à l'heure, sur cette slide-là, en fait, ça devient ni plus ni moins que du calcul qui est présent dans le white paper, qui est associé à cette modélisation par la loi de Poisson et par le problème de la ruine du joueur en mathématiques. C'est qu'en réalité, Satoshi Nakamoto a dit quelque chose qui est acceptable. C'est une probabilité inférieure à 0,1% de réussite d'une double dépense. Et il considérait que 10% du hash rate du réseau était quelque chose qui pourrait potentiellement être viable et donc réalisable. Et donc par conséquent, c'est pour ça qu'en fait il a conclu de ce Z égale 5 pour Q égale 0,1, donc 10% du hash rate du réseau. Et donc en fait, ce 6 confirmations vient de là. Alors c'est lui qui finalement dans ses données est venu à ça. Je ne crois pas qu'il ait dit explicitement attendez 6 blocs de confirmation, mais en réalité c'est ce que font tous les en fait généralement c'est ce que font en fait tous les wallets, tous les exchanges, tous les SEX et tous les DEX, etc. Alors un truc que je trouve intéressant, c'est que moi en tant que mineur, il y a un site que je regarde beaucoup, c'est Mining Pool Stats, sur laquelle on a plein d'informations sur les pools de minage sur Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies et shitcoin également. Et en réalité, si on regarde sur les 100 000 derniers blocs, on voit la répartition du hash rate par rapport et de la validation des blocs par rapport à toutes ces pools. Donc ce qu'on observe, c'est que Fenway Digital, qui est la plus grande pool de minage aux États-Unis, dispose de approximativement 30% des blocs minés, donc on pourrait considérer probabilistiquement parlant de 30% finalement en fait du hash rate au niveau mondial de Bitcoin. Et donc par conséquent, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire tiens, si cette pool elle vient à être, alors je dirais pas hackée, mais à vouloir réaliser une double dépense, combien de blocs faudrait-il attendre? Et bien du coup, si Q égale 0,3, donc 30% du hash rate global, et bien pour que la probabilité soit de réussite d'une double dépense par cette pool soit inférieure à 0,1%, il faudrait attendre Z égale 24, autrement dit, il faudrait mettre dans les dents 24 plus 1, donc 25 blocs à cette pool-là, autrement dit que cette pool est 25 blocs de retard. Bon, ça peut donner une idée, 24 blocs de retard, c'est quoi? C'est il y a un bloc toutes les 10 minutes approximativement, donc il y a 6 blocs par heure, bon bah ça fait 4 heures, c'est pas si énorme que ça, mais ça peut donner une idée, même si en réalité, voilà, on est sur quelque chose de extrêmement théorique. Et puis pour terminer, j'aimerais quand même soulever et ouvrir là-dessus,
et puis j'aurais terminé ma présentation, c'est qu'en fait, en réalité, Satoshi Nakamoto, dans son modèle, qui est le modèle ici de la ruine du joueur, et en parallèle la modélisation par la loi de Poisson en statistique, en fait, en réalité, c'était pas un mathématicien. C'est sûr et certain, et du coup, j'ai mis ici tout en bas un document de recherche réalisé il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, très très pertinent, qui en fait est venu à redémontrer justement toutes les formules et tous les calculs de Satoshi Nakamoto, que j'ai fait aussi il y a quelques mois, et qui est en fait venu à expliquer pourquoi la modélisation de Satoshi Nakamoto n'était pas tout à fait pertinente. En fait, il y avait des petites choses qu'il avait oublié de prendre en compte, et donc du coup, justement, par rapport à ça, il est venu en fait dans cet article, les personnes qui ont travaillé là-dessus sont venues en fait à voir concrètement si on prend une modélisation qui est vraiment pertinente, concrètement, que deviennent les valeurs qu'on a ici. Mais en fait, ils les ont non pas représentées sous la forme d'un tableau avec des valeurs cache, mais sous la forme d'un graphique. Et nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est que la probabilité de succès de l'attaquant soit ici en orange, soit à 0,001. 0,001, c'est la probabilité, eh bien ça veut dire une probabilité qui est de 0,1%. Autrement dit, ce qui nous intéressait juste avant. Bon, alors tout en bas, donc si on est sur la courbe orange et c'est uniquement ce qu'on va regarder, on va s'intéresser à combien l'attaquant va disposer de puissance de calcul au niveau mondial. Par conséquent, sur ce qu'on regardait tout à l'heure, on avait du coup une puissance de calcul Q égale 0,1, donc soit 10% du hash rate global du réseau. De ce fait, on va avoir Q qui va se situer à 0,1. Et si on monte jusqu'à la courbe orange, on observe qu'en réalité, ce qui est écrit le Merchant's Minimum Dead Value, en fait c'est on a tout simplement ici cette valeur 4. En fait, c'est tout simplement que la valeur en réalité, si on modélise bien le problème de double dépense, j'ai bien dit bien, pas comme Satoshi l'a fait, en réalité, Z ne doit pas être égal à 5, mais Z doit être égal à 4. Autrement dit, Satoshi Nakamoto dans sa modélisation était une modélisation qui était quelque peu erronée, qui ne correspondait pas à la réalité, et en fait qui était même moins précise que la réalité. En réalité, on ne devrait pas attendre 6 transactions avant de pouvoir dépenser nos bitcoins, 6 validations, 6 confirmations, comme on le voyait ici. En réalité, on devra en attendre 4 plus 1. On peut s'intéresser au cas de Foundry Digital qui disposait de 30% du hash rate du réseau. Nous avions Z égale 25, 30% du réseau. Alors là, on monte à beaucoup plus si on n'a pas la suite ici de notre graphique. On monte pas exponentiellement à l'infini. Mais donc du coup, on pourrait prendre autre chose. Si Q égale 0,20, on voit que pour Satoshi Nakamoto, Z égale 11. Donc 11 plus 1, donc 12 blocs de retard. En réalité, lorsque la modélisation est pertinente, si la probabilité de hash rate si le pourcentage de hash rate du réseau est de 20%, donc Q égale 0,2. Si on monte sur la courbe qui est orange, on voit qu'en réalité, Z doit être égal à 8 ou à 9. Plus 1, donc à 9 ou à 10. Donc on observe qu'il y a quand même une petite différence, et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on peut en conclure deux choses. La première chose, c'est que en fait, en réalité, premièrement, Satoshi Nakamoto n'était pas un mathématicien, ça c'est une certitude, mais également, même s'il était très balèze, eh bien que nos 6 confirmations qu'on attend habituellement, eh bien en fait, on ne pourra en attendre que 5, puisque concrètement, les mathématiques parlent pour nous dans ce genre de situation. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour le meet-up prochain, le thème sera comprendre le Lightning Network, présentation qui sera réalisée non pas par moi directement en meet-up Bitcoin Lille, mais par un collègue, en l'occurrence Lies, mais je réaliserai néanmoins une présentation de la même manière que les deux précédentes qui sera postée sur YouTube, sur le site prophetdustream.wordpress.com et dans le futur sur bitcoinlille.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.